Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Depuis plusieurs années, un mot revient sans cesse dès qu'il est question du programme nucléaire iranien, l'enrichissement. Ce terme est au cœur de toutes les inquiétudes internationales. Car il se situe à la frontière entre l'usage civil pour fabriquer de l'énergie et militaire avec la bombe atomique. L'uranium naturel contient principalement de l'uranium-238 et une petite fraction d'uranium-235. C'est ce dernier isotope qui intéresse les physiciens. L'uranium-235 peut entretenir une réaction nucléaire en chaîne. Pour un réacteur civil, l'uranium est généralement enrichi grâce à des centrifugeuses à un faible niveau. Pour une arme nucléaire, il faut un matériau beaucoup plus concentré, à environ 90%. C'est ici que se trouve la zone de tension. Plus le taux d'enrichissement augmente, plus le temps nécessaire pour franchir les dernières étapes techniques diminue. À 60%, comme en Iran, on approche du seuil. Mais disposer d'uranium enrichi ne signifie pas automatiquement posséder une bombe. Une arme nucléaire est un système complet. Il faut une matière fissile, certes, mais aussi des connaissances, des essais non nucléaires et des systèmes de sécurité complexes. C'est ce qu'on appelle la militarisation. Transformer une capacité nucléaire théorique en arme utilisable. Cette distinction est essentielle. Cela explique pourquoi les débats portent à la fois sur les stocks, les centrifugeuses, les inspections et la transparence du programme. Les vecteurs sont les moyens de transporter une charge militaire. Cela peut être un missile balistique, un missile de croisière ou un avion. Les grandes puissances nucléaires utilisent aussi des sous-marins lanceurs d'engins pour assurer la dissuasion. La charge utile désigne ce que le vecteur transporte. Dans un contexte militaire, ce peut être une charge conventionnelle ou nucléaire. Pour un pays qui chercherait une capacité nucléaire, il faut miniaturiser une charge et la rendre résistante aux contraintes du vol. Ce sont des étapes longues, surveillées de près, et qui laissent souvent des traces techniques ou industrielles identifiables. L'histoire nucléaire montre que les trajectoires sont variées. Les États-Unis ont commencé avec le projet Manhattan pendant la guerre. L'Union soviétique, le Royaume-Uni, la France et la Chine ont suivi pendant la guerre froide, instaurant l'équilibre de la terreur. L'Inde et le Pakistan ont ensuite bâti leurs propres arsenaux dans un contexte régional particulièrement tendu. Israël entretient le doute sur la possession d'armes atomiques. La Corée du Nord a franchi le seuil au XXIe siècle, tandis que l'Afrique du Sud a fait le choix unique de démanteler son programme nucléaire dans les années 1990. Ces exemples rappellent qu'un programme nucléaire n'est jamais seulement scientifique. Il est aussi politique, militaire et diplomatique. Dans le cas iranien, l'enjeu est critique. Téhéran affirme que son programme a des objectifs exclusivement civils. Mais depuis l'effondrement de l'accord de 2015, les inspections sont devenues impossibles et le taux d'enrichissement a grimpé. C'est pourquoi Trump tient tant à récupérer cette « poussière nucléaire » selon son expression. Car l'accumulation d'uranium à 60% réduit dangereusement les délais techniques. Les récents bombardements en Iran ont certainement ralenti le programme nucléaire iranien, mais tant que l'uranium reste disponible, il peut reprendre. Or, le but des nations est de limiter la prolifération de ces armes. Et même le désarmement nucléaire universel. Mais avec les guerres en Ukraine et en Iran, la période est plutôt au réarmement. Y compris en France, où le président Macron a annoncé en mars 2026 l'augmentation du nombre de têtes nucléaires de l'arsenal. Merci de votre écoute, abonnez-vous et découvrez d'autres vidéos scientifiques sur Scientia.